Amis historiens, amis historiennes, joueurs et joueuses, ça y est, on se pose, on est au bout. Au bout de quoi? Au bout de l'année 1918. Au bout de 4 émissions d'ailleurs d'Alinéa, c'est la 4e. Nous avons eu l'introduction avec Michel Goya, ici présent, historien, militaire aussi, voilà, j'ai le droit de dire, voilà, et avec Guillaume Bouilleux, instigateur de ces alinéas. Salutations à tous les deux. Dans la première émission, disais-je, nous avons introduit le sujet 1918, le pourquoi, le comment, bref, deuxième émission. 1917, qu'est-ce qui amène à cette année 1918 que l'on a vu en 2 temps. Une première partie, c'est l'offensive, les offensives même d'ailleurs, devrais-je dire, allemandes. Et puis, deuxième temps, les contre-offensives des Alliés. Et on en arrive à cet armistice signé le 11 novembre 1918, dont on a fait état en cette année 2018, voilà un centenaire qui s'achève. Et du coup, ça veut dire que la guerre est terminée. Tout le monde rentre chez lui, vainqueur ou vaincu. On a fini. Pas tout à fait. Mais, je me doutais bien, si on fait une 4e émission, c'est bien qu'il y avait encore qu'un peu quelque... Déjà, d'une première chose, c'est qu'on ne signe que l'arrêt des combats au départ. Exactement, c'est un armistice. On arrête les combats. Et on le signe même plusieurs fois, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Oui, alors déjà, il y a des armistices pour chacun des pays belligérants, avec l'Autriche-Hongrie, tout le monde signe, tout le monde avec l'Autriche et avec la Hongrie, la Turquie, la Bulgarie. Et après, il y aura des traités de paix différents pour chacun de ces pays. Il y en aura de mémoire 5 ou 6. Et donc oui, non, c'est l'arrêt des combats. Bon, avec des règles strictes, c'est pas simplement ok, on arrête de se battre. Non, l'armée allemande accepte de livrer une grande partie de son matériel. Elle évacue l'Alsace et la Lorraine. Elle accepte qu'on occupe militairement la Rhénanie. Donc il y a des troupes alliées dans la foulée du 11 novembre, de quelques jours plus tard. Mais on rentre dans l'Alsace, on rentre en Lorraine et on va en Rhénanie et on s'implante tout le long de la Rhénanie. On a même des têtes de pont au-delà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à discuter de la paix. Je reprends juste aussi un élément. C'est une image d'Épinal, ces histoires que l'on a entendues pendant ce centenaire. En disant, tiens, le temps que l'information arrive, il y en a qui se sont fait tuer à 1 heure près, etc. Machin, tout ça. Alors d'abord, il y a très peu de morts au combat dans le mois de novembre. Il y a déjà, à partir du moment où on commence les négociations d'armistice, normalement, l'ordre est donné d'arrêter les opérations. Après, localement, il y a des accrochages, ça arrive. Il y a, notamment du côté de Sedan, il y a quelques fous furieux allemands et français qui se battent jusqu'au 11 novembre. Il y a encore des morts. Maintenant, c'est même pas d'ailleurs après le 11 novembre, il continue à y avoir des morts. Le mois de décembre, donc là, le mois de novembre, le mois de décembre 1918, vous avez 31 000 soldats français qui meurent, qui sont tués ou blessés, qui portent l'uniforme. Alors, il y a encore quelques combats, il y a des accrochages, on va en parler certainement dans les Balkans, d'Europe de l'Est, etc. On combat contre les bolcheviks, on a déjà un peu évoqué. On combat, mais surtout, il y a encore beaucoup de blessés qui meurent. Et puis, il y a la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est hiver 1918-1919. C'est là où ça tombe beaucoup. Une épidémie mortelle. Une épidémie mortelle qui va faire plus de morts que la guerre. Que le conflit. Dont on parle infiniment moins, alors qu'elle a fait autant de ravages. Apollinaire est tué, Edmond Rostand meurt de la grippe espagnole, etc. Donc ça continue à être meurtri. Et en même temps, on rentre dans une nouvelle période où on va négocier la paix. La paix avec l'Allemagne véritable, c'est le traité de Versailles, juin. Donc en juin, le 28 juin, si je me souviens bien, 1919, qui ne rentre en application qu'en janvier 1920. Donc officiellement, la paix avec l'Allemagne, c'est janvier 1920. En termes de droit. L'armée française, en France, le décret disant, marquant la fin des hostilités, de mémoire, il doit dater de octobre 1919. Donc pour la France, la fin des hostilités, c'est octobre 1919. Ça veut dire qu'octobre 1919, comment on dit, les soldats sont démobilisés. Non, ça commence en fait avant. Ça commence dès le lendemain du 11 novembre, on se dit, on va commencer à démobiliser. Mais en même temps, il faut garder une armée. En 1920, on a une armée qui est plus forte qu'en 1914, avant la guerre, en volume. Donc on va commencer à démobiliser quand même les forces, ce qui va évidemment désorganiser aussi beaucoup de choses. Et on le fait en fonction du degré d'ancienneté sous les armes. En gros, c'est ceux qui sont le plus longtemps au front, qui, logiquement, qui partent le plus tôt, sauf et plus
quelques individus considérés comme indispensables, soutien de famille, des choses comme ça. Enfin, bon, et donc, il y a tout un plan de mobilisation qui s'étend, mais qui s'étend sur un an, presque 2 ans. Démobilisation. Démobilisation, oui, sur 2 ans. Donc, il y a des gens qui vont rester. Alors, ceux qui sont entrés sous les armes en 1918, par exemple, ben, ils vont rester, par exemple, certains qui restent en Italie jusqu'en 1920. Jusqu'à Constantinople, il y a des Français en Constantinople jusqu'en 1923, par exemple. Donc, ça se fait de manière assez lente, d'autant plus qu'on a besoin encore de l'armée française. On a besoin pour faire pression sur l'Allemagne, pour négocier la paix et la suite des événements. Les préparations. Voilà, il y a donc pour peser, pour occuper la Rhénanie, on l'a dit, on va occuper la Rhénanie jusqu'en 1930, militairement. Puis ensuite, pour agir, on a encore l'armée française d'Orient. Elle est toujours là. On se dit, elle n'a pas pu aller jusqu'en Allemagne comme elle le voulait. Jusqu'en Allemagne, mais on se dit, tiens, on va quand même l'utiliser parce que toute cette région rebascule dans le désordre. L'Empire austro-hongrois éclate. C'est fini ça. Donc ça c'est fini, donc se créent de nouvelles nations. En même temps, il y a plusieurs phénomènes qui s'entremêlent. Il y a avec la Russie. Voilà, vous avez la création de nouveaux pays, soit qui ont déclaré leur indépendance, soit c'est issu des différents traités de paix. Donc il y a des éclatements. Il y a 3 empires qui disparaissent, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois et l'empire turc. Et donc il y a des nations nouvelles qui apparaissent là-dessus. Là-dessus apparaît aussi quand même le mouvement socialiste bolchevique qui fait des émules en Hongrie, en Bavière. Il y a tout un tas de coups d'État, de tentatives, de prise de pouvoir. Donc se rajoute là-dessus. Donc il y a des conflits très nationalistes, on va dire, se rajoutent dessus ces conflits idéologiques qui se mêlent. Et l'armée française d'Orient se retrouve mêlée un peu tout ça. Elle fait la police en Hongrie, elle intervient, fait la police dans toute cette région, jusqu'en Crimée, qu'on intervient en Crimée, on se dit tiens, il y a la guerre civile russe qui se déclenche aussi à ce moment-là, et donc on se dit on va aider les Russes blancs à essayer de mettre bas le régime bolchevique, donc on se retrouve avec des Français en Crimée et en Ukraine et à Odessa, ça se passe pas forcément très bien parce que beaucoup de soldats qui sont là se disent mais attendez, on fait quoi? J'en dis mais qu'est-ce qu'on fout là quoi, non, il n'y a pas vraiment de but politique. Il y a une lassitude aussi pour le combat. Mais attendez, on n'est pas en quoi on défend la France ici quoi, à Odessa quoi. Ils ne comprennent pas quoi. Donc il y a des mutineries sur la flotte en mer Noire. Enfin bon, mais l'armée française est là, mais elle va intervenir après, elle va pas arrêter. Donc il y a des opérations sans combat, mais on va occuper la Silésie par exemple. Donc il y a tout un tas de conflits territoriaux qui apparaissent, un tas de problèmes. Et l'armée française, qui est la plus puissante à ce moment-là en Europe, c'est la première, et donc on s'en sert pour gérer un peu tout ça. Puis après on va aller en Syrie aussi, on va occuper la Syrie, le Liban, le Maroc aussi. Il y a toute une période en réalité d'après-guerre, comme après les guerres mondiales, il y a toujours, il faut gérer les conséquences de la guerre, les secousses secondaires. Et en réalité, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de conflits qui vont découler de la Grande Guerre, comme il y aura les conflits de décolonisation qui découleront de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et qu'il faut gérer aussi, malgré l'état du pays, malgré l'incertitude. Ça serait un peu trop rapide de dire que ce premier conflit mondial, comme il est de coutume de l'appeler, en fait donne naissance à un nouveau visage du monde, entre guillemets, qui du coup est encore en gestation. La preuve, c'est que ça craque un peu de tous les côtés. Oui, bien sûr, c'est un nouveau visage de l'Europe. C'est un nouveau visage du Moyen-Orient. Donc d'un seul coup, l'Empire ottoman disparaît. Donc à la place, il y a des nations qui apparaissent avec des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que pour lutter contre les Turcs, et surtout les Britanniques ont joué la carte arabe, nationaliste arabe, en disant voilà, écoutez, aidez-nous à chasser les Turcs. Et puis après, vous serez chez vous. Après, vous serez chez vous, il y aura un grand pays arabe. Dans le même temps, on propose aux Juifs un foyer en Palestine. On dit, écoutez, venez. Alors, ce qui est ça va s'avérer un petit peu contradictoire. Et puis, de façon aux Arabes, au bout d'un moment, on dit, finalement, la Syrie, ce sera sous mandat. Alors, c'est pas une colonie, mais c'est sous mandat français. L'Irak, ce sera sous mandat britannique. C'était peut-être pas prévu, c'était pas prévu comme ça, mais quand même. Et donc là aussi, ça va générer un certain nombre de tensions, on va dire, très fortes. Donc, Moyen-Orient, dans l'Est, on l'a dit, la Russie, en pleine guerre civile, en guerre avec ses voisins, avec la Pologne. Donc, il y a une guerre
contre la Pologne. Donc il y a une multitude de crises, de conflits. C'est la naissance d'une nouvelle Europe, d'un nouveau monde. Pendant pratiquement 5 ans, on va s'affronter encore. Donc c'est pas la paix. C'est pas vraiment la paix, c'est vraiment la paix. C'est une autre période qui commence, de turbulences, etc. Et puis derrière tout ça, il y a aussi des questions sur l'avenir, sur l'avenir de l'Allemagne, sur l'avenir de la sécurité en France, quoi. Toutes les questions, par exemple, sur l'Allemagne a été vaincue, certes, mais l'Allemagne est encore un pays potentiellement très puissant, et c'est un pays qui est notamment plus puissant que la France, potentiellement. Donc la France, c'est un peu un vainqueur qui a peur du vaincu, qui a peur de son vaincu, quoi. Et donc il y a tout un débat sur la suite des événements. Comment on fait face à comment on sécurise comment on fait face à une nouvelle menace allemande éventuelle. Qui est déjà c'est toute la question du traité de Versailles. Hein. En gros, il y a 2 lignes. Il y a une ligne, on va dire anglo-saxonne, qui dit il faut normaliser les rapports. Alors maintenant, on a un régime qui est un régime démocratique. Les régimes démocratiques, normalement, ne se font pas la guerre. Donc il faut s'arranger, il faut avoir des rapports normaux avec l'Allemagne. Gentleman agreement. Voilà, ouverture des frontières, enfin le libre-échange, etc. Le doux commerce, comme disait Montesquieu, qui apaise les relations, etc. Donc ils disent, normalisation des relations. Mais c'est pas idiot, hein, ça peut se concevoir. Et puis la France qui dit, en gros, parler très trivialement, dire, écoutez, les Anglais, les Britanniques, vous êtes gentils, mais c'est nous qui sommes à côté. Nous, on habite à côté. C'est nous qui prenons, si jamais ça redémarre. Bon, c'est ça. 2, comme on l'a déjà évoqué, les Allemands sont gentils, mais ils ont ravagé la moitié de notre pays, une bonne partie de notre pays. Donc on va la faire payer. Et puis, donc on a globalement une ligne beaucoup plus dure, initialement, en tout cas, en disant, il faut empêcher la menace, alors démilitarisation, donc pas d'armée allemande, terminé, ça c'est fini. Donc il y a une petite force qui va servir un peu de force de police, mais donc 100 000, une armée de 100 000 hommes. Bon. Démilitarisation complète de la Rhénanie, donc on crée une sorte de glacis, et puis cette Rhénanie, on va l'occuper militairement. Donc avant qu'ils pénètrent en France, on les verra venir, quoi. Je fais un lien, Michel, si vous me le permettez, avec ce que vous avez dit dans les émissions précédentes. L'état-major allemand a filé la patate chaude aux civils. Oui. Et ils sont tranquilles, même s'il y a cette démilitarisation. Pas inquiétés, tranquilles, pas jugés, pas. Ah non, il n'y a pas. Voilà, tout va bien. Les Alliés avaient demandé à ce qu'on livre quand même un certain nombre de fichiers. D'officiers généraux. Et puis, les Allemands tergiversé, puis ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Voilà, D'accord. Mais il y a cette idée, qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Donc au début, on a une ligne très dure. Alors on imagine aussi même séparer, dépecer un peu l'Allemagne. On s'est dit tiens, on va enlever, la Rhénanie, si la Rhénanie est indépendante, par exemple, ça fait un pays indépendant entre nous. Bon, voilà. Si on peut dépecer industriellement, donc il y a une région qui s'appelle la Sarre. On l'annexe, on se dit on veut l'annexer, quoi. La Société des Nations, la nouvelle organisation internationale qui se met en place à ce moment-là dit c'est peut-être pas abusé. Forcément, c'est peut-être effectivement un peu abusé. Il y aura un référendum, donc on occupe jusqu'au référendum qui dit que qui non. Massivement. La Silésie, par exemple, une autre région industrielle, nous Français on pousse pour que ce soit la Pologne. Par exemple, donc il y a une contestation. Enfin voilà, donc on essaie de démembrer un petit peu l'Allemagne, on essaie de sa puissance sans trop y parvenir. Puis après, dans un deuxième temps, quelques années plus tard, on va se rallier en réalité à l'idée de normalisation des rapports. Et puis un aspect important, c'est que c'est aussi qui va jouer beaucoup pour la suite. On ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale notamment, quand on ne comprend pas la manière dont elle a géré toutes ces négociations. C'est que cette alliance militaire des Alliés, elle se dissout très vite. Donc, ce qui aurait pu un instrument, un moyen de dissuasion forte contre une nouvelle Allemagne, ça aurait été une alliance entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Si on avait dit un traité, comme l'OTAN, ce qu'on fera avec l'OTAN. L'OTAN, c'est une conséquence de toute cette période aussi, de dire, et notamment avec cette idée de faire ancrer les Américains en Europe. En disant, en fait, ce qui se passe, c'est que dès la fin de la guerre, qui s'établit aussi sur les bases américaines des 12 points de Wilson, la création de la Société des Nations, etc. Et puis, renversement américain de situation, bouleversement, politique complètement isolationniste, et refuse
de signer le traité de Versailles, ils refusent de participer à la Société des Nations, et boum, donc les Américains, hop, exit d'un seul coup. Et puis le Royaume-Uni, le Royaume-Uni avait dit, nous, il y aura alliance aussi avec les Américains. Il n'y a pas les Américains. Et il n'y a pas les Américains, donc voilà, dès les négociations, il y a Clémenceau qui dit à Lloyd George, mais attendez, j'ai l'impression que vous êtes devenu un ennemi de la France. Et Lloyd George lui répond, mais n'est-ce pas la politique traditionnelle de mon pays? Et donc voilà, donc il y a une dissociation de l'alliance. Donc la France a le sentiment d'être un peu isolée dans toute cette affaire. Ouais. Mais on va quand même, avec le temps, il va y avoir une normalisation des rapports. On va accepter, par exemple, de ne plus occuper militairement la Rhénanie. Et on va se replier sur le territoire. C'est en combien de temps ça? Ça, fin des années 20. Donc il y a le traité de Locarno, c'est 1925, si je me souviens bien. Donc voilà, on établit la paix. On va accepter que l'Allemagne fasse partie de la Société des Nations. Donc on se dit, voilà, bon, on va y arriver. Et puis on abandonne effectivement la Rhénanie, dont l'occupation est effectivement très mal vue du côté allemand et qui provoque du ressentiment très fort. Et cette idée, on ne va pas recréer une sorte d'Alsace-Lorraine à l'envers, ce raisonnement. Et donc on se replie sur le territoire national, et c'est là qu'il y a un autre débat militaire en disant, bon voilà, maintenant comment on fait pour se protéger? Et donc il y avait une ligne un peu offensive, Foch qui disait, il faut être capable d'avoir une masse de manœuvre pour rentrer pour attaquer l'Allemagne le plus vite possible. Alors, dès qu'on va surgir la menace, on attaque, on y va. Et puis il y a une autre ligne qui dit, on va pas être stupide, les lignes de tranchées, ça a résisté très fortement pendant Allons-y. Donc on va faire mieux même, on va créer ce qu'on appelait la ligne Maginot, on va se blinder, on va blinder la frontière. Voilà, et derrière on sera protégé. C'est finalement cette ligne qui sera choisie avec d'autres facteurs, le fait qu'on réduise par exemple le service militaire à 1 an. Donc il y a beaucoup de généraux qui disent, en 1 an on peut rien faire, donc ce sera une armée défensive derrière la ligne Maginot, puis on s'arrêtera là. Voilà, ce qui est en contradiction, par exemple, on n'a pas d'alliés aussi. Avant la Première Guerre mondiale, on est allié avec la Russie, un allié puissant. Il y a une alliance de revers avec l'Allemagne. Là, l'URSS, il n'y en a pas question. Donc on s'allie avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, mais ce n'est pas le même gabarit. Ils ne sont pas forcément toujours très sympathiques aussi. Et puis surtout, on n'a aucun moyen de leur venir en aide, puisqu'on va se calfeutre derrière la ligne Maginot. Et donc voilà, il y a toutes ces évolutions. Et voilà, et puis un monde qui rentre un peu en convulsion, surtout dans l'Est, la création de l'URSS. Et puis là, effectivement, et puis l'Allemagne et puis effectivement, il y a une forme d'apaisement, il y a donc un bouillonnement des conflits jusqu'en 1923. Une période de calme relatif, accalmie, qui semble se normaliser. Et puis moins de 10 ans au fil. Oui, et puis il y a la guerre, et puis la crise économique. La crise économique bascule aussi tous les rapports, les économies, les rapports entre sociétés, la fermeture des frontières, la montée du nationalisme à nouveau, et surtout le grand basculement, c'est l'arrivée au pouvoir du nazisme, des nazis en Allemagne. Et là, ça bascule complètement la situation. Si vous voulez, d'une manière générale, c'est un économiste qui s'appelait Humbert qui avait montré ça, c'est que les périodes de croissance économique étaient favorables à la guerre et les périodes de dépression étaient favorables à la paix. Parce que croissance économique, on a des ressources, on peut investir dans des moyens militaires, on peut investir dans des aventures, on peut voir autre chose. Situation de crise, on se concentre sur les problèmes intérieurs et on réduit nos moyens. Et ça marche. Sauf dans les années 30, alors effectivement, après la crise, tous les pays, la France en particulier, la première chose qu'on fait, c'est on réduit les moyens militaires. En 1933, au moment où Hitler arrive au pouvoir, on réduit les moyens militaires. Parce que c'est la crise. C'est la crise, c'est l'orthodoxie de l'époque, il faut que le déficit, etc. Et tout le monde fait ça, sauf l'Allemagne, qui, elle, a une politique inverse, et donc on se retrouve en décalage. Et puis, alors que, encore une fois, un régime démocratique en Allemagne, les choses auraient pu se passer très, 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 très différemment. Et puis donc là, on bascule dans autre chose. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on dit comment on va traiter l'Allemagne, on dit on ne va pas se refaire une deuxième fois. Donc maintenant, il n'y aura pas un armistice, il n'y aura pas des mois de négociations, il y aura capitulation sans condition, point.
terminé. Là, les choses sont claires. Qu'on arrête. Voilà, démilitarisation totale, occupation du pays, partage du pays. Et à l'époque, on envisage même la désindustrialisation complète de l'Allemagne. Ça, c'est à l'issue du deuxième conflit mondial. Oui. À cause Finalement, de tout ça. Finalement, on ne le fait pas. Mais c'est en disant, voilà, on ne saura pas avoir qu'on va mettre fin une bonne fois pour toutes au problème, la menace allemande, et on va éradiquer tout ça. Bon, et accessoirement, on rase par le bombardement toutes les villes allemandes. Donc, quand on juge respectivement, encore entendu, hein, la politique française en disant, voilà, c'est la France a été trop dure, ça a provoqué, attendez, mais Seconde Guerre mondiale, on ira beaucoup plus loin encore que la France, qui montre bien qu'on avait c'était peut-être une bonne vision des choses, quoi, d'avoir une ligne comme ça, dure. Oui. Et la malheur étant que d'ailleurs qu'on ne la suit pas. Hein, c'est-à-dire que lorsque l'Allemagne se militarise, on ne bouge pas. Lorsqu'ils réoccupent la Rhénanie, on ne bouge pas. Et on ne bouge pas. Et puis finalement, ça débouche sur la guerre, quoi. Ouais. Dernière petite question, enfin peut-être, à moins que Guillaume... Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la position des États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est un pays de commerçants. D'ailleurs, Wilson avait dit que tant que le commerce fonctionnait, il n'interviendrait pas. Mais S'il est intervenu, c'est bien parce qu'on l'a attaqué sur cette... Ce que l'on voit justement pour la guerre sous-marine à outrance, c'est que s'il n'y a pas de guerre sous-marine à outrance, il est tout à fait possible que les Américains n'interviennent pas. Ou peut-être interviennent beaucoup plus tard, parce que justement, ils considèrent que ce n'est pas leurs affaires. Et en plus, il faut savoir une chose, c'est que les États-Unis, qui étaient déjà la première puissance industrielle au monde avant la Première Guerre mondiale, talonnés par les Allemands, les commerçants sont les Britanniques, on est d'accord. Mais au niveau industriel, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne. De toute façon, les Américains, ils s'enrichissent sur notre dos. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale. On entretient en fait leur industrie. Toutes les économies françaises partent dans l'achat justement de machines-outils, de produits, etc. Et c'est vrai que eux, quelque part, la guerre leur a vraiment servi. Et ce qui est intéressant, c'est que les traités de paix qui suivent, c'est que les Américains sont déjà en train de se poser la question, de se dire, oui, mais si les conditions sont trop dures, comment va faire l'Allemagne pour se redresser et pour continuer de faire du commerce et nous acheter à nous? Et en fait, là, il y a un jeu qui est quand même assez hypocrite de la part du gouvernement américain, c'est de se dire, bon, certes, les Français, mais finalement, c'est eux qui ont, enfin, c'est pas nous qui avons déclenché la guerre. Enfin, quand on est américain, ils se sont déclenchés la guerre ensemble. Aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que nous, on devrait finalement se départir d'une possibilité de continuer de faire du commerce. Et puis si la France est ruinée, la France est ruinée. Et puis de toute façon, on est dans un rapport qui est aussi assez auto-centré au niveau économique. Et ça joue pas en notre faveur dans le cadre justement des négociations et de la résolution en fait des réparations de guerre. On dit ah oui, on a demandé des dizaines de milliards de francs or ou de Deutsche Mark or à l'Allemagne. Oui, combien ont été payés? Ça aussi, là encore, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce qu'il y a des distorsions. Alors de temps en temps, on peut se demander si c'est quand même pas volontaire, hein, surtout de la part, alors là, on met une petite claque aux journalistes en passant, mais de la part de personnes qui font pas leur travail, justement d'historiens ou au moins qui devraient appeler des historiens. Mais quand vous avez des personnes qui prennent la parole et qui ressassent à nouveau des choses qui sont totalement éhontées, mais c'est vrai, oui, en effet, il y a eu des prétentions à, mais qu'est-ce qui a été réellement réglé? Et ce qui se passe, c'est qu'en permanence, on a les États-Unis qui aident l'Allemagne à ne pas justement régler ça. Alors oui, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut exactement dire, c'est que lorsqu'on dit que l'Allemagne a pillé, bien sûr que l'Allemagne a pillé. Et là encore, Deleuze en parlait dans son livre en 1914, quand les Allemands attaquent le bassin du Briey, c'est le plus gros bassin minier de fer d'Europe, voire au monde. Les Allemands, ils se jettent dessus, on leur laisse parce qu'on n'a pas le choix suite en fait au combat justement en Lorraine, on n'arrive pas à le reprendre, ils le défendent bec et ongle parce qu'ils ont bien compris. Et pendant en fait 4 ans, ils tirent tout leur fer qui permet justement de construire des gros canons, voire des gros sous-marins de ces bassins. Quand l'on revient, ils les ont dynamités, ils les ont noyés, c'est inexploitable pendant 1 à 2 ans le temps de les remettre en état. Et il y a surtout beaucoup moins de matière. Donc à un moment, c'est logique de dire s'il vous plaît, vous permettez. Alors on va le faire sur le charbon, sur d'autres choses. On va faire de la compensation. Et encore. On a vu qu'il y a de la résistance. Oui, mais bon, ça c'est d'accord. Mais on va faire, oui, mais ce qui est normal, on va faire de la compensation. Mais il est vrai que pour tout ce qui est en fait ensuite paiement, dédommagement, etc., on ne sera jamais au niveau de ce qui avait été négocié. Et c'est vrai que les Américains ont privilégié le rétablissement de l'Allemagne. Alors après, ça s'explique aussi puisque on a un régime qui n'a jamais existé finalement en Allemagne,
qui est un régime démocratique. C'était pas le cas dans l'histoire de l'Allemagne. Avant sa unification, c'était une Allemagne qui était quand même aristocratique, donc qui n'avait pas fonctionné de cette manière. Donc les Américains se disent, bah oui, on va favoriser justement aussi ce régime politique. Ça s'explique aussi d'une manière politique, mais ils jouent sur les différents tableaux. En revanche, c'est vrai que ce sont quand même les Français qui gagnent la guerre, ce sont les Français qui subissent le plus de dégâts. Alors les Belges sont occupés, ce sont les Français qui ont le plus de morts. Et finalement, ce sont les Français qui, quelque part, profitent le moins de la paix. Et le drame dans cette histoire, c'est qu'il y a déjà les germes par une manipulation politique, mais là, justement, bien exploitée en Allemagne, et c'est vrai que c'est le changement de régime qui va l'accentuer, le drame, c'est que de toute façon, on n'évitera pas un conflit à venir. Alors justement, c'est ce qu'on va voir, il y a un ouvrage absolument les graines sont plantées. Dernière petite chose, on a parlé de la transformation de la société pour suivre une économie de guerre, pour savoir, à l'issue de ce premier conflit mondial, comment le rebasculement se fait. On quitte l'économie de guerre et puis on revient… l'économie normale, mais ça se fait relativement bien. On conserve cette mainmise, ces avancées technologies, les moteurs… Justement, non. Là, par contre, le problème, il va se retrouver à ce niveau. C'est-à-dire que déjà, on aura maintenant une autre priorité que, pour le dire simplement, pendant 10 ans, on ne va plus rien sortir de nouveau de notre industrie. On va se dire, voilà… on exploite maintenant. Voilà, on a suffisamment de stock, de matériel, donc jusqu'en 1925, jusqu'au début des années 30, on ne sort rien de nouveau, aucun équipement nouveau dans l'armée française. D'accord. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est sans doute encore pire, c'est qu'on va perdre des compétences. On va perdre des compétences dans l'industrie aéronautique notamment. On va se retrouver complètement dépassé pour le coup par les Allemands, et dans l'industrie automobile aussi. On va perdre l'avance qu'on avait technique, et notamment dans le monde militaire. On va pas gérer, pas vraiment gérer. Ouais, on va très mal le gérer, alors qu'on l'a fait très bien pendant la Première Guerre mondiale. Puis là, d'un seul coup, dans les années 30, ça va être plus compliqué. Alors on fait un effort, mais qui est tardif, qu'à partir de 1935-36, là, on fait un peu. On rebondit, on fait un effort conséquent, mais qui est beaucoup trop tardif. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, mais Michel le disait, c'est que finalement, la doctrine d'emploi des armées françaises va réellement subir l'impact justement du poids moral, économique de la Première Guerre mondiale. Et alors que justement en 1918, on avait mis en place une doctrine militaire qui était offensive, mais qui était aussi un peu visionnaire, on va le perdre. Et il est vrai que pour des raisons de politique intérieure, ça va être très compliqué de se projeter avec une armée, on va dire, offensive. Alors c'est un peu paradoxal parce que d'une autre côté, on est sanctionné en 40 par un mouvement offensif en Belgique. Bon, ça, on montrera un alinéa avec un spécialiste de la campagne de 40 parce que là encore, il y a un contexte qui fait que tout le monde a l'impression que cette campagne elle était inéluctable, qu'on devait perdre, que l'armée a fait n'importe quoi, etc. Mais en revanche, c'est vrai que la décision de construire la ligne Maginot, qui a coûté d'ailleurs une fortune, déjà, on aurait pu se poser la question de savoir si cet argent, si on l'avait mis dans des chars ou dans des avions, si ça n'aurait pas été plus efficace. Je pense que là, la réponse elle est à peu près évidente. Et les Allemands ne sont pas idiots, ils ne sont pas allés en frontal dessus, d'ailleurs, ils ont contourné. Bon, alors après, il y a une autre question, c'est la place aussi de la diplomatie, parce que les Belges, eux, ils se font avoir deux fois. Alors autant la Première Guerre mondiale, la position de la Belgique est un peu ambiguë. Sur la deuxième, je pense que là, ils savent. Mais en revanche, ils ont eux-mêmes joué une sorte de partition politique qui nous a pas aidé, qui nous a pas favorisé, et ça a été encore le maillon faible finalement dans le dispositif de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi à quel point l'Angleterre, durant cette entre-deux-guerres, se détache aussi. Donc en fait, il y a aussi il y a une sorte peut-être à un moment de lâcher de la part des politiques par rapport à une situation dangereuse. Mais c'est vrai qu'on la voit pas forcément venir jusqu'à ce qu'en effet le parti nazi finalement prenne le pouvoir. Mais là, c'est déjà un peu tard. Et voilà. Et c'est vrai que parce que c'est sous le gouvernement socialiste dans les années 35-36 que le réarmement s'effectue, mais c'est trop tard. Et puis ça sera d'ailleurs, ça lui coûtera les élections, puisqu'en fait l'argent qu'il va mettre là, il ne le mettra pas dans les plans sociaux, ce qu'il avait promis. Mais voilà, il y a une, en fait, on est un peu les perdants de cette guerre. C'est au niveau, mais justement, alors ça, je conseille à tout le monde, évidemment, voilà, cet ouvrage de référence paru chez Talandier il y a peu de temps. Donc de Jean-Henri Soutou, qui s'appelle Quand. Ouais, c'est surtout quand et comment la France perd la paix. C'est pour ça qu'en fait l'ouvrage va jusqu'en 1920. Et alors il explique évidemment les relations diplomatiques.
Donc c'est un ouvrage autour des relations diplomatiques et de la réflexion, de la grande diplomatie à l'échelle européenne, et puis les résultats justement de ces négociations qui finalement ne seront pas favorables. Nous seront moins favorables qu'elles auraient pu, qu'elles auraient dû, et donc ça c'est vraiment un ouvrage absolument incontournable pour bien comprendre cette situation. On passe de enfin, tu vois, vous voyez, pardon, on passe de les vainqueurs, comment la France a gagné la Grande Guerre, à la grande illusion, quand la France perdait la paix. On a gagné la guerre, on a perdu la paix. Oui, c'est assez. Non, mais après l'histoire, c'est assez intéressant parce que là, évidemment, là, on peut se plaindre. Maintenant, je vais faire un parallèle avec une autre période de l'histoire de France qui est en 1814. On perd la guerre, Napoléon part en exil, il est à Sainte-Hélène, et puis on a quelqu'un talentueux qui s'appelle Talleyrand qui va gagner la paix pour nous. Au congrès de Vienne, un congrès qui dure 1 an, donc on est sur des durées à peu près similaires, où là la France s'en sort de manière extraordinaire, parce que ça aurait pu être catastrophique avec des gens qui nous voulaient vraiment du mal, notamment les Prussiens. Bon, alors après, il y a le retour de Napoléon, heureusement, ça dure que 100 jours, et on repart sur ces bases-là. Mais là, c'est l'inverse. Et en plus, donc ça veut dire que c'est intéressant, parce que ça peut se faire dans les deux sens, mais bon, là, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'engage vraiment tout le monde à se pencher. On dit toujours, ouais, pour comprendre la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, intéressons-nous, oui, mais voyons en effet comment tout ceci a été géré du côté français notamment, et intéressons-nous après à la République de Weimar, à la manière en fait dont ce gouvernement allemand finalement n'a pas réussi à passer la crise économique qui lui a été fatale, et comment justement en politique intérieure les militaires et enfin des partis donc anciens ont vraiment bâti leur discours sur des mensonges éhontés de la fin de la guerre. Et c'était justement Hindenburg qui a joué aussi avec le feu, parce qu'il a favorisé l'arrivée d'Hitler. On a chez Guerre Histoire, voilà, un numéro spécial qui justement présente cette situation, est-ce vraiment la paix, voilà, ce dont on a parlé, qui passe un peu en revue. 1918-1923, les 40 conflits qui suivent la guerre, ouais, c'est ça. Plus qu'elle. Alors qu'on a déjà eu des chiffres quand même relativement impressionnants. Oui, il y a déjà notamment la guerre civile russe. Mais voilà, c'est tout. Et ça permet aussi de se rendre compte à quel point cette entre-deux-guerres n'aura pas été aussi paisible que ça. Et que peut-être que les graines de ce deuxième conflit étaient déjà malheureusement déjà plantées sur la fin de ce premier. Non, c'est trop rapide de le dire comme ça ? Ouais, je vois peut-être, ouais. Visiblement, on n'a pas été trop calme. Non, mais après, ce sont tous les soubresauts, c'est ce dont on parle. Ce sont les soubresauts, c'est tout ça. Et puis enfin, un ouvrage en littérature sur un sujet qui est totalement méconnu. Déjà, c'est un très beau roman, Paradis perdu de James Milton. Smyrne. Qui parle en fait de... Oui, de Smyrne. Donc Smyrne, c'est sur la côte occidentale de la Turquie. Et en fait, il faut savoir que les relations entre les Turcs et les Grecs sont assez tendues depuis en fait, des temps assez lointains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une forte communauté grecque qui était justement sur cette côte turque. Et lorsque l'Empire ottoman est dépecé, les Grecs en profitent en fait pour reprendre le contrôle d'une partie justement de ce pays pendant quelques années. Et lorsque les Turcs avec Mustafa Kemal reprennent le pouvoir et reprennent par les armes, mais politiquement aussi l'intégrité de l'actuelle Turquie, ils en ont profité pour le coup pour régler leurs comptes aux Grecs. Et c'est là un des conflits d'ailleurs qui est décrit dans le supplément hors série de Guerre Histoire. Et là, c'est un roman justement c'est un roman presque historique sur cet épisode qui est vraiment tragique, évidemment. Alors évidemment, lorsque les Grecs arrivent, ils font pas de cadeaux aux Turcs, et puis alors on ne fait pas, mais de toute façon, il y avait déjà une situation qui était qui était quasi de guerre civile, parce qu'il y avait des conflits, on va dire, centenaires entre les différentes ethnies. Bon, voilà. Mais c'est un roman c'est un beau roman qui parle de ce sujet. Eh bien, nous voilà arrivés à l'issue de cette deuxième partie du conflit, puisqu'on l'a découpé l'année 1918 en 2 parties.
Cette deuxième partie arrive sur la conclusion, celle qui est une ouverture sur la suite. Vous retrouverez d'ailleurs dans nos alinéas ces différentes périodes, différents moments comme ça qui permettent, en faisant les liens et en sautant des uns aux autres, de comprendre un petit peu mieux les grands conflits, parfois de façon plus grande période ou de façon plus ciblée. Il y en aura d'autres, Guillaume ? Là, 14-18, tu parlais tout à l'heure 40, 39, Oui, 40, 40 c'est énorme, mais 40, non, mais la campagne de 40, c'est un objectif parce que il y a tellement de choses à dire sur cette campagne que là, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête. Mais là, pour le moment, je pense que le prochain alinéa, on risque de faire un petit bond en arrière du côté du temps des Gaulois, les mecs un peu barbus, chevelus. Ouais, bah alors là, historiquement, tu retrouves encore suffisamment de témoins. Mais tout à fait, je passe un coup de fil. Écoute, en tout cas, un grand merci à Michel Goya. Merci beaucoup d'être venu nous faire état de cette année 1918 et de ce qu'elle signifie réellement par son explication, 1917, et par ce qu'elle entraîne ensuite dans la suite internationale. Merci à Germain pour la réalisation, merci à vous de l'avoir suivi en direct. Nous avons eu quelques questions, quelques échanges, c'est aussi l'avantage, n'hésitez pas. Et puis en attendant de se retrouver pour cette période un petit peu faire gaulois, d'après ce que j'ai compris, hein, Guillaume, bonne continuation à toi. Tu vas trouver des jeux à nous ramener ? Astérix, ouais.